Nietzsche est la grande star du moment. Il faut dire qu'à l'heure de la mauvaise conscience et du ressentiment, à l'heure où la haine de l'autre a remplacé l'amour de soi, à l'heure où les victimes sont des héros, à l'heure où il faut s'excuser lorsqu'on aspire à devenir plus fort, plus noble et plus beau, le philosophe allemand a de bons arguments. La philosophie de Nietzsche entretient l'espoir du renouveau, débarrassé de la culpabilité, débarrassé de cette morale conçue pour nous affaiblir, sûr de notre force et fier de nos valeurs, nous pourrions enfin nous consacrer au progrès de la science, de l'art, de la culture, à l'embellissement de la nature. C'est ça, être un surhomme, c'est consacrer son existence au dépassement de soi et à l'amélioration de son environnement. C'est cesser de vivre dans la haine de l'élite et voir en eux une opportunité de repousser ses limites. Mais comment devenir ce surhomme ? Une partie de votre quête passe par la manière dont vous prenez la parole en public. Et la bonne nouvelle, c'est que Nietzsche a donné un cours de rhétorique. Ce n'est pas la partie la plus connue de son œuvre, mais Nietzsche, alors qu'il était âgé de 25 ans, a commencé à donner des cours de rhétorique à l'université de Bâle. Il a donné ses cours pendant 10 ans, jusqu'en 1879. J'ai pu me plonger dans ces cours grâce à ce beau cadeau qui m'a été fait par mon ancienne directrice de thèse. Cet ouvrage nous permet de savoir ce qu'enseignait Nietzsche dans ses cours de rhétorique. Ça nous permet également de comprendre l'importance qu'a eu la rhétorique dans le développement de sa philosophie, mais aussi dans son rapport à l'écriture. Et là-dessus, je voudrais citer la philosophe Anne Merker, qui s'est chargée de traduire les cours de Nietzsche et qui les a accompagnés de beaux textes de présentation. La rhétorique des anciens avait tout pour intéresser Nietzsche. Elle fut décisive dans l'élaboration d'une prose ouvragée, donc de la littérature. Elle touchait aux relations de puissance entre les hommes et aux conditions historiques, sociales et politiques d'une culture. Elle s'incarnait dans une éloquence magnifiée par des personnalités singulières, rivalisant dans des joutes mordantes. Enfin, elle fut prise rapidement dans un conflit avec la philosophie, conflit dont Platon traça les lignes de front pour la suite des temps. Qui s'intéresse à l'écriture et au style ne peut passer à côté de la rhétorique antique. Qui veut voir à l'œuvre dans l'histoire l'émergence, l'apogée et la décadence d'une culture en trouvera une manifestation insigne dans la floraison et le dépérissement des capacités d'éloquence, dans la formation et les altérations du goût. Qui désire contempler les grands hommes ne peut ignorer cette succession de figures exceptionnelles, de ces fauves de la politique que furent les orateurs d'Athènes et de Rome. Enfin, le destin même de la vérité en Occident se joue pour une part dans le choc frontal entre philosophie et rhétorique quant à l'usage du logos, de la parole envisagée, dans sa relation au vrai, à la puissance, à la politique et à la morale. Nietzsche aima la rhétorique, pas seulement comme une théorie mais aussi comme une pratique, un outil qui lui permit d'affûter son style, de rendre ses idées mémorables, d'engager une campagne sur le terrain de la pensée. Et des batailles intellectuelles, il continue d'en gagner, et il a à cet égard 4 leçons de rhétorique à nous donner. Le premier conseil que l'on peut tirer du cours de rhétorique de Nietzsche porte sur le processus d'écriture. Nietzsche avait le sens de la formule. Son succès de penseur est indissociable de sa compétence d'auteur. Et il avait d'ailleurs conscience de sa force, car dans Par-delà le bien et le mal, il dira de lui-même « Mon orgueil est de dire en 10 phrases ce que tout autre dit en un volume. » Et juste après, il ajoute « En fait, ce que tout autre ne parvient pas à dire en un volume. » Et dans son cours de rhétorique, à propos du style, il nous dit ceci. Le secret d'être ennuyeux est de tout dire. Mieux vaut à tout prendre omettre quelque chose de bon qu'ajouter quelque chose qui ne veut rien dire. Tout ce qui n'est pas indispensable est nuisible. Vous n'imaginez pas à quel point ce conseil est important. Je vous conseille de le traduire concrètement ainsi. Relisez chacun de vos textes avec l'objectif d'en enlever 20%. Faisant ça, vous allez faire peser une menace sur chacune de vos phrases, sur chacun de vos mots. Soit tu es absolument clair et nécessaire à l'expression de mon idée, soit tu es viré. Faisant ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup des choses que vous considériez comme évidentes étaient en fait des pensées embryonnaires. Laissez-leur le temps de maturer, il en va de votre crédibilité. Car si le public sent que vous ne savez pas vraiment ce que vous dites, pourquoi penserait-il que vous savez ce que vous faites ? Devenez crédible, parlez mieux, dites-en moins. Le deuxième conseil rhétorique de Nietzsche peut sonner au premier abord comme une contradiction. Travaillez votre naturel. Nous allons voir que c'est bien faisable et nécessaire,
Mais lisons-le d'abord. Dans la bouche de celui qui parle pour lui-même ou pour une cause, le discours doit apparaître approprié et naturel. Rien ne doit donc rappeler l'art de l'échange, car sinon l'auditeur devient méfiant et craint d'être dupé. Il existe donc, même dans la rhétorique, une imitation de la nature en tant que moyen capital de persuader. Ce n'est que lorsque l'homme qui parle et sa parole sont adéquats l'un à l'autre que l'auditeur croit au sérieux et à la vérité de la cause défendue, il s'enflamme pour l'orateur et croit en lui. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que notre force persuasive dépend de notre capacité à faire passer notre propos pour une réaction naturelle. Je ne suis pas en train de faire de la rhétorique, ma réaction est celle qu'éprouverait tout honnête homme face à cette situation. Mais Nietzsche a également conscience du fait que pour être efficace, un discours doit également être beau et bien structuré. On doit manier des armes non seulement appropriées, mais encore belles. L'exigence est non seulement de vaincre, mais encore de vaincre élégamment. Outre l'impression de paroles probes, on doit produire l'impression d'une supériorité dans la liberté, la dignité, la beauté de la forme du combat. Le véritable secret de la rhétorique est donc la relation avisée de ces deux considérations, touchant au probe et touchant à l'artistique. Pour que votre discours soit efficace, il faut donc que le travail nécessaire à structurer et à embellir votre pensée avance main dans la main avec la sincérité. Comment faire ? Eh bien, en vous rappelant avec Nietzsche que vivre, c'est lutter. Pensez chacun de vos discours comme un combat et vous garderez les pieds sur terre. Vous resterez au contact de la nature et de la vie. Et le combat dont on parle n'est pas nécessairement désagréable. Vous devez d'ailleurs apprendre à l'aimer. Nietzsche peut être qualifié de philosophe querelleur. C'est l'homme de la philosophie au marteau, il a consacré une bonne partie de son œuvre à briser des idoles et à s'en prendre à ses confrères philosophes. Et pas avec courtoisie, avec virulence. Regardez le portrait qu'il dresse de Socrate. En passant par Athènes, un étranger qui se connaissait en physionomie dit en pleine figure à Socrate qu'il était un monstre, qu'il cachait en lui tous les mauvais vices et désirs. Et Socrate répondit simplement « Vous me connaissez, monsieur. Cette plume qui attaque, cette plume qui secoue, Nietzsche l'a développée en regardant les orateurs grecs avec admiration. Les Grecs étaient un peuple querelleur, c'est ce qui porta leur éloquence vers des sommets. Et Nietzsche situe l'apogée de l'éloquence grecque lors des grandes affaires judiciaires qui opposèrent des personnalités politiques athéniennes de premier plan. Pourquoi ? Parce que de la force de leur éloquence dépendait leur réputation et parfois leur vie. En particulier, Nietzsche cite le procès de la couronne de Démosthène, mais dans son cours, il ne fait qu'effleurer cette affaire. Nous allons regarder ça de plus près, car l'histoire en vaut la peine. À première vue, cette affaire partait d'une broutille. En 330 avant Jésus-Christ, un dénommé Ctésiphon propose que l'on offre une couronne d'or à Démosthène, un homme politique de premier plan, pour le remercier d'avoir donné une partie de sa fortune pour réparer les fortifications d'Athènes, et plus généralement, et je cite le décret, parce que tous ses discours et tous ses actes étaient pour le plus grand bien du peuple athénien. Et ça, Échine, l'ennemi politique juré de Démosthène, ne peut l'accepter, et il décide donc d'attaquer en justice Ctésiphon, l'auteur du décret, pour un vice de procédure, mais son objectif est de pouvoir plaider devant le peuple d'Athènes pour pouvoir salir la réputation de Démosthène. Et Démosthène ne va pas se défiler, et il décide d'être l'avocat de Ctésiphon pour pouvoir défendre son honneur et sa réputation en personne. Comme c'est de coutume, l'accusation va parler en premier, puis ce sera le tour de la défense. Mais avant de vous laisser savourer la prose de Démosthène, deux précisions. La première, c'est qu'à l'époque, l'ombre de Philippe de Macédoine plane sur Athènes, et Échine est dans le camp des Macédoniens. C'est un collabo si vous voulez. Et de son côté, Démosthène est dans le camp des bellicistes. Il est prêt à partir en guerre pour maintenir l'indépendance d'Athènes, et après s'être opposé à Philippe, il s'opposera à Alexandre le Grand. C'est donc pour ça qu'Échine et Démosthène se détestent. La deuxième chose à savoir, c'est que Démosthène, c'est un orateur qui part de loin. Je vous lis à cet égard un jugement de Plutarque. Il fut en butte aux clameurs et aux moqueries à cause de son style insolite, dont on jugeait les périodes tarabiscotées et les raisonnements poussés avec trop de rigueur et forcés à l'extrême. Il avait d'ailleurs, semble-t-il, une voix faible, une élocution confuse et un souffle court, qui rendait difficile à saisir le sens de ses paroles, obligé qu'il était de morceler ses périodes. Mais Démosthène a travaillé son élocution, s'exerçant à déclamer avec de petits galets dans la bouche ou face à une mer déchaînée, si bien que le jour où il dut défendre son honneur,
honneur, il était à la hauteur. À tes déclamations, Échine, je croirais que tu as entrepris cette cause, non pour demander vengeance d'un coupable, mais pour faire parade d'une voix bien exercée. Toutefois, ce n'est ni la beauté du langage, ni l'éclat de la voix qu'on estime dans un orateur, c'est de sympathiser avec le peuple, c'est d'haïr et d'aimer comme la patrie. Avec un cœur ainsi fait, on n'a que des paroles de dévouement. Celui qui, au contraire, courtise ceux dont la République se voit menacée, ne s'appuie pas sur la même encre que ses concitoyens. Aussi, n'est-ce point du même côté qu'il attend son salut. Ne vois-tu pas le contraire en moi ? Mes intérêts furent les intérêts de tous, jamais rien à part, rien de personnel. En peux-tu dire autant, toi, qui aussitôt après la bataille partis en ambassade vers Philippe, vers l'auteur des désastres de ta patrie ? Tous savent qu'avant cette époque, tu avais toujours refusé cette mission. Que peut-on reprocher de plus grave à un orateur que de parler contre ses propres sentiments ? Voilà pourtant ce qu'on a découvert en toi. Et tu parles encore. Tu oses regarder ces citoyens en face. Crois-tu donc qu'ils ne te connaissent pas ? Ou que le sommeil et l'oubli se sont emparés de tous ? Qu'ils ne se souviennent plus de tes discours lorsque, durant la guerre, tu protestais avec serment, avec imprécation, contre toute liaison entre Philippe et toi, contre la vérité de mes reproches, que tu mettais sur le compte de la haine. Mais, à la première nouvelle de la défaite, oubliant tes imprécations et serments, tu te proclamas l'hôte et l'ami de Philippe, couvrant de ses beaux noms ton infâme trafic. Est-ce que vous réalisez l'ampleur du contraste avec le personnel politique contemporain ? À Athènes, lorsqu'une personnalité politique est attaquée, elle ne se met pas en mode langue de bois, laissons la justice faire son travail, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, aussi bien l'accusé que l'accusateur devaient assumer ses responsabilités, être à la hauteur, savoir structurer sa pensée et son discours était une question d'honneur. La rhétorique est donc née avec la démocratie, a fleuri dans le conflit et s'est fanée avec l'oligarchie. Regardez à cet égard ce que Nietzsche écrit. L'atmosphère de tempête dans la démocratie athénienne porte son discours vers les sommets. De même qu'en retour, celui-ci rend cette tempête plus violente et plus décisive. Le contraste avec les temps serviles et opprimés qui ont suivi est violent. La parenthèse de la démocratie directe se referme avec la défaite d'Athènes face aux armées de Macédoine. Athènes doit accepter un régime oligarchique protégé par une garnison macédonienne. Démosthène se suicide, une civilisation disparaît. Comment ne pas en arriver là ? Après nous avoir conté l'apogée de l'éloquence dans l'Athènes démocratique, Nietzsche en vient à l'histoire de sa décadence. Aux grands orateurs se succède une série d'imitateurs. Voilà ce que Nietzsche nous dit à propos de l'orateur Dinarque. C'est un imitateur sans style personnel qui a devant les yeux tantôt Hypéride, tantôt Lysias, tantôt Démosthène, processus habituel lors de la floraison d'un art que de voir des talents doués pour la reproduction être tiraillés et atteindre une grande dextérité dans divers types de styles, cependant toujours au détriment de l'art, car ils occupent une position extérieure aux différents styles. Chez le grand artiste, le style croît à partir de lui avec nécessité. Ici, en revanche, c'est comme si l'on pouvait s'habiller et se défaire d'un style comme d'un vêtement. De tels artistes corrompent le jugement et le sentiment. Un art, et plus généralement une culture, se meurt quand elle commence à imiter plutôt qu'à innover. Et c'est important de le rappeler, à l'heure où beaucoup cherchent leur salut en mettant leurs pas dans ceux de pieux ancêtres. Mais l'imitation du passé n'est pas une solution à la décadence, c'est la décadence. Si notre présent est médiocre, c'est parce que nous ne sommes pas encore assez bons. Ne vous rabaissez pas, ne regardez pas les grands auteurs et les grands penseurs avec servilité. Mangez-les, digérez-les pour mieux les dépasser. Relevez la tête, tout est à inventer. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.